Tu écris pas un livre pour faire du cash. Tu écris pas un livre pour gagner en visibilité. Ça sert à quoi d'écrire un livre en fait? C'est qui tu deviens dans le processus. L'objectif de ce premier jet, c'est qu'en fait, ta maman ait honte du travail. Ou le plus grand fan, ils disent c'est nul à chier. C'est très difficile de dire non, mais c'est un super pouvoir. Quand on grandit son business, savoir dire non, c'est une des clés du scale sans s'épuiser. Est-ce que c'est un fuck yes? Tu vas avoir 1 ou 2 projets que tu peux arrêter du jour au lendemain. Parce que si tu te retrouves qu'avec que des projets où en fait, si tu délivres pas, on te tue, c'est très stressant. Dans le métro, dans le train, dans les avions, tu vois aussi une population de zombies qui est complètement consommée par les outils. Beaucoup, en fait, vont jamais réussir à publier un livre. Je sais, par expérience, qu'une personne qui arrive à la fin de la formation, elle va le montrer aux gens et les gens vont être là. Oh, c'est quoi ce truc? Il a été commandant-capitaine dans l'armée suisse. Aujourd'hui, Julien Guénia porte d'autres uniformes. Entrepreneur, auteur, illustrateur, père et stratège face au chaos, à la dispersion, à la surcharge mentale. Il était blogueur, diplômé en leadership et tout a basculé un matin, fatigué d'avoir veillé trop tard quand il s'est demandé comment vivre une vie active sans réveil. Depuis, il bâtit des systèmes qui libèrent. Fondateur de l'organisologie, il a aidé des milliers de personnes à transformer leur vie grâce à son académie et écrit 3 livres, dont un best-seller qui transforme l'organisation en super pouvoir. Dans cet épisode de Business et Dolce Vita, il partage ses leçons et les systèmes qui vous rendent le pouvoir sur votre temps. Julien, tu es le fondateur de l'organisologie et tu es auteur de 3 bouquins, dont l'un d'eux est best-seller, on adore. Comment tu décrirais ton travail, ta mission aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est assez simple, c'est que j'aide des entrepreneurs, je les équipe d'un système d'organisation pour qu'ils soient plus rentables et sereins. Ma mission, elle est assez simple et on verra dans quelques temps si ce sera toujours le cas. Et comment ça s'est passé l'écriture de ces 3 bouquins, justement? Il y a premièrement ces 2 heures chrono pour mieux s'organiser, édition d'Uno. Après, j'ai écrit En finir avec l'infobésité, donc la surcharge d'informations. Ça, c'est en auto-édition. Je voulais tester l'auto-édition parce que j'ai l'impression que les maisons d'édition se faisaient un max de thunes sur les auteurs. Et ensuite, il y a Errol qui m'a contacté pour écrire Le cerveau numérique. Et finalement, c'est dans la continuité. C'est-à-dire, on parle toujours d'organisation et ça, on va probablement en parler, mais moi, j'aime bien créer des écosystèmes. Et le cerveau numérique, c'est vraiment comment tu centralises toute ton information. C'est ce concept de second brain. Mais si tu traduis le second cerveau en français, ça le fait pas parce qu'en fait, on parle aussi d'estomac comme étant le second cerveau. Donc moi, j'ai préféré prendre le cerveau numérique. Et dans ce cerveau numérique, finalement, je parle de système d'organisation parce que beaucoup de gens vont se concentrer sur les outils ou alors sur les méthodes, mais très peu sont ceux qui arrivent à créer un système et penser en système. Et donc, j'essaie vraiment de prendre le lecteur et lui parler. C'est quoi un système d'organisation? Pourquoi, en fait, dans ton système d'organisation, tu as des éléments limitants? Et ensuite, je parle de Notion, Obsidian et Workflowy. Mais évidemment, le système peut être dupliqué sur d'autres outils, quoi. Et pour pouvoir enlever à fond la charge mentale, quoi. C'est vraiment ça l'objectif. Ouais, en fait, beaucoup d'entrepreneurs planifient comme s'ils avaient un seul job, tu vois. Alors qu'en fait, finalement, quand tu es un entrepreneur, jusqu'à avoir des équipes qui peuvent faire une partie du job, tu as plusieurs casquettes, tu as plusieurs rôles. Tu as de l'acquisition, tu as de la livraison, tu as de l'admin. Après, on parle des rôles en dehors du job, des différentes casquettes. Tu as peut-être un pied dans une association, tu as peut-être une famille. Tu vois, depuis que je suis devenu papa, forcément, tu as quelque chose en plus, un nouveau rôle, le rôle de papa. Et donc, en fait, toutes ces casquettes, pour beaucoup d'entrepreneurs, en tout cas de petits entrepreneurs, mais même des grands entrepreneurs continuent d'avoir ce problème. C'est pas parce que tu as des équipes que tu arrives à déléguer. Que tu arrives à déléguer la tâche et la décision. Ça, c'est aussi 2 trucs. Et donc, en fait, tu as beaucoup de gens qui planifient dans un seul agenda et donc, finalement, c'est la charge mentale et ils vont essentiellement rester sur du court terme, sur l'urgent, alors qu'avec un système d'organisation, tu arrives à mener de front et des projets de fond tout en prenant soin de tes engagements quotidiens, quoi. Tu vois, les urgences, les imprévus, les calls des clients importants, etc. Complètement. Et donc toi, ton premier livre, ça a été 2 heures chrono pour mieux s'organiser. C'est quoi qui t'a donné envie de l'écrire à ce moment-là? Est-ce que c'était un levier stratégique pour ton business ou autre chose? Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire ce livre, c'est simplement qu'on m'a contacté pour écrire ce livre. Donc, si tu veux, je l'ai vu comme une opportunité. Au début, je me disais que c'était un gag. Tu vois, on remonte en 2016, j'étais encore salarié à l'époque. Et j'écrivais déjà, par contre. C'était l'époque où quand tu écrivais sur Internet, assez rapidement, tu pouvais être visible sur Google. Ça fonctionne plus du tout. Maintenant, Google, c'est beaucoup plus complexe. Ça change tout le temps. Il y a l'intelligence artificielle. Finalement, c'est quoi la ressource commune qui est de plus en plus rare? C'est l'attention. Maintenant, écrire sur Internet, il faut soit déjà avoir une base, un écosystème, être très bon dans ce que tu dis, mais c'est pas facile de se faire une place. Mais à l'époque, c'était pas comme ça.
Et aujourd'hui, finalement, il y a d'autres opportunités. Hein. C'est juste ça a bougé. Voilà, j'écrivais ce qui m'arrivait au quotidien. Je parlais de leadership, d'organisation, et on m'a contacté. Chloé, je m'en souviens, elle me contacte, me dit ouais, on a vu un tweet. J'étais un tweet, et en fait, c'était des trucs que je publiais automatiquement, des tweets automatiques. Tu vois, genre, je publiais un article automatiquement, il y avait un tweet. J'étais jamais sur Twitter. Ouais. Tu vois, et donc, je me dis c'est une blague, et donc on commence à discuter. Puis après, je réalise c'est pas une blague, et donc finalement, je me dis bon ben, je vais profiter de cette opportunité pour quitter mon précédent concept qui était plutôt flou, et je savais pas exactement où j'allais. D'ailleurs, c'est un de mes principes, d'abord faire fonctionner et puis ensuite améliorer. Et donc, c'était flou, ça s'appelait leader blogueur, tu vois, genre, je bloguais, machin, c'était pas très, voilà. Et après, je me suis dit, je vais utiliser ce livre comme pivot, en fait. Et donc, j'ai créé à ce moment-là l'organisologie, l'étude et l'enseignement d'une organisation efficace, à un niveau individuel et collectif. Et donc, j'ai utilisé ce livre pour devenir plus sérieux. Parce que à l'époque, écrire un livre, c'est tout d'un coup, tu passais de la catégorie blogueur à le gars, il sait de quoi il parle, alors que ça veut rien dire. C'est pas parce que t'écris un livre que t'es compétent. T'as de plus en plus de gens qui écrivent des livres, d'autant plus maintenant avec les intelligences artificielles, ça veut plus dire grand-chose. Donc, en gros, pour répondre à ta question, c'était une opportunité pour moi. Et puis, ça peut être stratégique. Maintenant, tu écris pas un livre pour faire du cash. Tu écris pas un livre pour gagner en visibilité. Il y a des leviers beaucoup plus puissants maintenant, beaucoup plus rapides pour tester tes idées, notamment les outils numériques. Mais un livre, ça reste un livre, je trouve. Et dans le monde dans lequel on vit, où maintenant tout le monde peut s'auto-publier et tout le monde peut écrire des livres en mode intelligence artificielle, eh bien, je pense que les maisons d'édition vont reprendre de la valeur parce qu'elles vont retrouver cette barrière à l'entrée. Je pense que les maisons d'édition vont mieux sélectionner, de mieux en mieux sélectionner les personnes qu'elles éditent. Parce que maintenant, tout le monde peut écrire. Donc, je pense qu'elles vont commencer à chercher des auteurs. Alors, ça se fait déjà, qui ont un levier sur des audiences, qui peuvent aider la maison d'édition à promouvoir le livre, ça c'est clair. Mais elles vont aussi, je pense, de plus en plus regarder si ce qu'ils racontent c'est sérieux et que c'est pas du pré-mâché et ChatGPT, quoi. Ouais, carrément. Et ce que je trouve intéressant, justement, tu disais, donc sur les 3 bouquins que tu as écrits, il y en a un qui était en auto-édition, l'autre qui était avec une maison d'édition. Justement, c'est quoi la différence entre les deux? Est-ce que tu as des recommandations? Ouais, alors, j'ai écrit 3 livres, 2 en maison d'édition et 1 en auto-édition. Maintenant, je vais plus écrire de livres en auto-édition. C'est beaucoup de travail. Finalement, tu t'occupes de tout. Et moi, Jean-Marc, je suis pas en fait, j'aime écrire. J'aime pas gérer toute la partie autour du livre. Je voulais tester, je voulais le voir. C'était une belle expérience qui m'a coûté quand même pas mal. Et enfin, tout est relatif. Mais à l'époque, j'étais apuré. En fait, j'ai perdu beaucoup de fric et de temps dans ce livre. Tu vois. Mais je voulais tester. Donc maintenant, j'ai pu voir. Je me suis aussi fait coacher. J'ai fait le truc sérieusement, tu vois. Mais la maison d'édition t'apporte beaucoup de choses. Elle t'apporte la structure, elle t'apporte le cadre, elle t'apporte les échéances à respecter, elle t'apporte une relecture, elle t'apporte la mise à forme, le designer, le réseau de journalistes. Elle t'apporte pas mal de choses. Évidemment, la présence aussi en librairie, qui est finalement, tu fais très peu de ventes en librairie, hein, mais ça reste quand même une présence. Et quand les gens te disent on peut trouver où ton livre, tu leur dis va chez Payot, va à la Fnac. Tu as une certaine légitimité que tu peux pas avoir avec de l'auto-édition. Après, ça dépend de ton public à qui tu t'adresses. Moi, je m'adresse à des gens qui ont, qui sont établis, qui ont quand même des business qui fonctionnent. Mes clients, ils ont 30 et 50 ans, tu vois, mon client type. Donc, ce client type est encore sensible au livre. Alors que si tu t'adresses à des gens de 18 ans, 20 ans, 22 ans, peut-être qu'ils en ont rien à foutre, tu vois, peut-être qu'ils lisent plus du tout le livre. Donc, encore une fois, c'est très contextuel. Et donc, c'est pour ça que tu peux jamais dire il faut faire un livre ou pas faire un livre. Ouais, je trouve intéressant ce que tu as dit. Un livre, ça sert pas à vendre. Moi, je vois beaucoup de gens qui écrivent des bouquins parce qu'ils pensent qu'ils vont faire de l'argent avec leurs bouquins. Ça sert à quoi d'écrire un livre, en fait? C'est qui tu deviens. Il y a une phrase que j'adore. Elle est en anglais. Je vais essayer de la traduire après, mais en anglais, c'est « If you are thinking without writing, you are only thinking that you are thinking ». Ouais. En gros, si tu réfléchis sans écrire, tu penses uniquement que tu penses. Voilà. Et en fait, c'est vraiment un processus. Et moi, je l'ai vu parce que j'ai écrit plusieurs livres. Pour moi, le plus gros avantage, c'est qui tu deviens dans le processus. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas avec les intelligences artificielles,
c'est qu'en fait, toute cette partie de réfléchir, de jouer avec tes idées, de clarifier tes pensées toi-même sans utiliser une AI, ça, tu l'as plus. Et donc voilà, c'est avant tout le plaisir, qui tu deviens. Ça, je pense que c'est vraiment très, très important. Et puis, c'est Ça te tout. En permet de gros, c'est ça. cristalliser des concepts, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. En fait, si tu vas sur mon site maintenant, tu as des concepts, tu as la pyramide de l'organisologie, tu as les systèmes d'organisation, les éléments limitants, tout ça, en fait, si tu suis dans mes premiers livres, tu regardes mon premier livre, 2 heures chrono pour mieux s'organiser, c'est très, très abstrait, c'est flou, c'est pas bien écrit. Tu vois, c'est vraiment brut. Mais tu vois, en fait, si tu comprends un peu l'univers, le personnage et le principe que je suis, qui est d'abord faire fonctionner et améliorer, ben, en fait, tu suis et tu vois que ça s'affine. Ça s'affine, ça s'affine, ça s'affine avec la version la plus affinée qui est le cerveau numérique, qui est pas forcément celle qui a le mieux fonctionné, on peut en parler plus tard, mais qui est pour moi la version la plus affinée. Et ça continue. C'est-à-dire que maintenant, j'ai d'autres idées de livres à écrire. OK. Et en fait, là, pour l'instant, je me calme parce que j'ai d'autres priorités, notamment lancer un podcast. Je pense qu'on a un peu la même. Mais j'ai des idées, en fait, que je stocke pour écrire les prochains livres. Et j'ai envie de retourner sur l'écriture brute, sans intelligence artificielle. D'ailleurs, mes articles, je continue sans intelligence artificielle. Est-ce que je publie plus d'articles qu'un gars qui utilise l'intelligence artificielle? Non, pas du tout. Intéressant, hyper intéressant. Mais le but, encore une fois, c'est le processus, tu vois, c'est qui tu deviens. Parce qu'en fait, quand je discute avec des gens, quand j'interviens en entreprise, quand je fais du coaching, ChatGPT, il est pas là, tu vois. Et j'ai envie que ça sorte de ma tête. Tu vois, là, il y a pas je suis pas en train de dire, oh mon Dieu, ChatGPT, attends, Amandine, alors il faudra mettre une pause là, etc. Parce que, tu vois, bref. Ouais. C'est vraiment des vraies compétences, des vraies connaissances qui sont consolidées et qui sortent de toi, de la théorie et de la pratique. C'est surtout ça, en fait. D'ailleurs, ma coach, elle m'avait dit, Julien, c'est bien les sources, c'est bien citer des gens, mais parle de toi, parle de ce que tu fais. Elle m'a beaucoup aidé sur cette partie-là. Parce que quand tu écris un livre, même si c'est ton premier ou ton deuxième ou ton troisième, tu peux avoir des fois, mais je sais pas assez, ou tu sais, un peu ce syndrome de l'imposteur. Alors moi, je l'ai pas du tout. Alors j'imagine pas les gens qui l'ont. Parce que des fois, j'étais, je pourrais rajouter une ou deux sources, un ou deux trucs, etc. Elle me disait, non. Tu prends ta tête et tu écris avec ta tête. Et ce sera pas complet, ce sera pas parfait, mais tu écris avec ta tête, avec tes anecdotes. Et ça, c'était un très, très bon conseil. Parce que maintenant, tu peux toujours, en fait, tu as tellement d'études, tellement de recherches, tellement de blogueurs, tellement de retours d'expérience, tellement de contenu qu'à créer, qu'en fait, tu peux toujours optimiser ton livre. Tu peux toujours améliorer un truc. Et c'est pour ça que quand je lis mon livre de 2021, je me dis, ouf. Mais en même temps, je me dis, non, mais souviens-toi à l'époque. C'était work in progress. Et ensuite, ça s'est amélioré, ça s'est affiné, ça s'est amélioré avec le retour des gens. Si j'avais pas publié ça, j'aurais pas eu ça, tu vois? Ouais, complètement. Donc voilà. Et puis après, tu as d'autres personnes qui attendent plus longtemps que moi et puis qui vont publier un seul livre, voilà, et qui vont pas forcément utiliser ce livre comme un work in progress pour améliorer leurs idées, rencontrer des gens et améliorer leur travail, mais qui sont déjà très évolués dans le business et qui disent, bon, voilà, je veux vraiment cristalliser, publier tout ce que je sais. Si je prends par exemple le livre Principles de Ray Dalio, tu vois, il arrive à la fin de sa vie, boum, il publie un livre. Le truc, c'est le pavé et puis ça te donne des claques à chaque page. Et voilà. Donc, encore une fois, tu peux pas vraiment évaluer la qualité du travail de quelqu'un si tu ne sais pas exactement les motivations que cette personne a. Ouais, carrément. Et c'est ce que, en fait, c'est ce qui est difficile avec les réseaux sociaux, c'est que tu vas uniquement voir le résultat, mais tu vas toute la partie, les ressources qui ont été mises pour atteindre ce résultat et les raisons, en fait, tu les as pas. Il faut discuter avec la personne. C'est pour ça que j'aime bien les podcasts. Carrément. Et toi qui as écrit justement un best-seller, est-ce qu'il y a des secrets pour écrire un best-seller? Déjà, il y a plusieurs types de best-sellers. Pour moi, c'est un petit best-seller. Encore une fois, best-seller, ça veut tout et rien dire. On discutait avant pour préparer ce podcast, est-ce qu'on peut utiliser le terme best-seller ou pas? Ça dépend déjà de l'échelle. Si tu veux, un best-seller à l'américaine vend beaucoup plus qu'un best-seller sur le marché français. Et après, il y a encore la notion de niche. Si tu parles d'argent, de santé ou de relations versus d'organisation, il y a des échelles qui sont différentes. Mais moi, ma coach, elle m'a dit, c'est bon, toi, c'est clairement best-seller, etc. Donc, beaucoup de choses, c'est le titre. Il faut passer beaucoup de temps sur le titre. Sur la couverture, je pense que ça, c'est pas mal. Après, j'ai pas vraiment j'ai pas la formule, si tu veux. Je pense que ça existe, des formules pour faire des best-sellers. Je pense que tu as des gens qui sont très bons à faire ça. Donc, moi, j'ai pas assez de recul pour te dire exactement ce qu'il faut faire pour faire un best-seller parce que je considère pas mon livre comme un succès de malade. Il se vend bien. 2 heures chrono pour mieux s'organiser, il se vend bien. Mais je veux dire, c'est pas non plus le truc qui s'arrache comme des petits pains en pleine famine, quoi. Des petits pains au chocolat chaud en pleine famine, quoi. Ouais, je vois. Trop modeste. Non, mais c'est ça. Il n'y a pas de. Après, pour écrire un livre, là, j'ai plein de conseils.
Tu vois, je peux vraiment te dire, OK, il faut savoir à qui tu t'adresses. Il faut cibler un problème assez douloureux, urgent, reconnu. Hein, le problème dur, c'est assez connu. Connaître ta cible, savoir à qui tu t'adresses. Ton ton, je pense que ça fait aussi beaucoup le ton que tu vas prendre. Est-ce que ça va être plutôt provoque? Est-ce que ça va peut-être être bienveillant? Moi, j'aime bien la provoque parce qu'en fait, je pense que la provoque bienveillante, en fait, elle permet d'un peu bousculer les croyances et de te dire, ah, je suis pas d'accord. Et puis, en fait, tu gardes les gens qui sont pas d'accord, qui veulent continuer de lire. Et puis après, il y a une discussion. Et puis après, tu parles de toi quand tu t'es planté, etc. Et je pense que ça, c'est pas mal. Je pense que la provoque, c'est très important. Mais après, c'est très lié à ta propre personnalité. Et encore une fois, un livre, bah, tu l'écris pour ton audience, mais aussi pour toi, je pense. Ouais, complètement. Donc, Parce que là, imaginons, donc moi, imaginons, je veux écrire un bouquin. D'ailleurs, c'est en cours. excellent, Quoi un petit félicitations. peu le framework, on va dire, donc de l'idée à la vente et le best-seller, parce qu'on vise le best-seller. Donc tu m'as dit connaître son avatar, sa niche, ça c'est clair, à qui tu t'adresses, le problème dur, donc douloureux, urgent, reconnu. Et ensuite, comment on sélectionne, comment on fait cet entonnoir, parce qu'il y a 1 milliard de trucs dont on pourrait parler. Bien sûr. Déjà, c'est de l'auto-édition ou ça, c'est juste curiosité? Auto-édition, Non, je édition? pense pas. Je pense que je vais suivre tes conseils. Ouais, c'est cool. Je pense que c'est bien. Parce que sinon, en termes d'organisation, c'est différent. Hein. C'est un tout autre délire. Mais si tu peux trouver une maison d'édition, c'est mieux. Donc, problème douloureux. OK. Ensuite, tu dois vraiment penser en mode pont. C'est-à-dire, toi qui as créé de la formation, moi j'ai créé de la formation. On sait, en fait, le concept de pont, c'est ton lecteur, il a un problème douloureux. Il est d'un côté de la rive et puis ensuite, il doit rejoindre l'autre côté de la rive et il a plus ce problème douloureux. OK? Son problème, il s'est évaporé ou en tout cas, il est en train de voir qu'il est en train de s'évaporer. Parce que, tu vois, moi, dans la promesse du titre, et ça, je pense que c'est aussi important, il faut faire gaffe avec les promesses des titres. Tu as 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Je te dis pas que tu vas tout révolutionner, quoi. Et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne bien. Et c'est assez niché. C'est-à-dire que je m'adresse déjà à tous ceux qui comprennent l'organisation, c'est important pour eux. Ouais. Tu vois? Mais qui n'ont pas le temps. Mais qui n'ont pas le temps. Voilà, exactement. Donc, je pense que c'est pour ça. Mais voilà. Et donc, tu as ton problème douloureux. Le prospect il est d'un côté de la rive. Ensuite, il va de l'autre côté de la rive à la suite de ta lecture. Ensuite, c'est à toi de te dire, en fonction de mon expérience, quel est le chemin le plus court pour le faire passer d'un côté à l'autre. Si tu peux faire un bouton téléporteur, tout le monde va prendre ce bouton. Je pense que tu as lu le livre de Hormozy, il parle pas mal de ça. Hein. Ouais. 1 Million Offer, il dit, ben voilà, si tu peux, tu presses sur un bouton et tu as des plaques de choc, tu es ultra fit, machin, voilà, ben, tout le monde prendrait cette solution. Ça n'existe pas, en tout cas pas encore. Mais c'est aussi pour ça que la chirurgie, ça fonctionne si bien, etc. Parce qu'en fait, tu viens, tu ressors, tu as perdu des kilos. Quoi. Bref, avec toute la complication que ça a autour. Mais tu as ça. Puis après, tu dois, entre guillemets, créer une table des matières. Ta table des matières, c'est la structure de ton pont. Okay, c'est la structure. Admettons, tu fais un pont en bois, c'est la charpente. Tu vois, table des matières. C'est les étapes, quoi. C'est les étapes. En fait, c'est une formation, c'est la même chose. C'est ça, c'est la même chose. C'est la même chose. En gros, c'est ça. Donc, tu as ces étapes, cette structure. Et ensuite, si tu bosses avec une maison d'édition, souvent, ce qu'ils vont te demander de faire, c'est que sous chaque chapitre de ta table des matières, tu vas utiliser un paragraphe pour décrire ce qui va se trouver dans ce chapitre. Ouais. OK? Et là, tu as une validation qui doit être faite. C'est-à-dire, est-ce que c'est cohérent, est-ce que c'est fluide? Et tu dois avoir cette image de toboggan, c'est-à-dire un petit peu comme quand tu es sur une page de vente. Tu viens au début, tu lis, sauf que là, bah, tu vas plus loin que la page de vente. Tu donnes du concret. Et donc, en fait, tu as un mélange entre continuer à donner envie de lire et du concret. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que souvent, sur tu as la même chose en fait sur une formation en ligne. En fait. C'est-à-dire la personne, voilà, dans le prochain module, vous avez fait ça, dans le prochain module, vous avez voilà, tu dois un petit peu teaser pour lire la suite parce qu'encore une fois, il faut toujours te dire que ton livre, il est en compétition avec une quantité astronomique d'informations en fait. Okay. Et moi, je lis des livres super intéressants, mais au bout d'un moment, j'arrive à la moitié et puis ça m'intéresse plus et je lis plus le livre. J'y reviendrai peut-être plus tard, mais voilà. Et c'est fine aussi. C'est ce que je dis aux gens. Vous n'avez pas besoin de lire mon livre dans la totalité. Juste 1 ou 2 chapitres, c'est bien. Et c'est ça, je trouve, qui est intéressant, c'est d'essayer de créer des chapitres qui ont une suite logique, mais qui ont déjà beaucoup de valeur s'ils sont lus de manière séparée. Et ça, c'est pas facile à faire. Ils sont presque indépendants. Tu vois, c'est-à-dire le gars, il peut feuilleter. Voilà. Après, c'est un choix. Hein. Ouais. Mais si tu t'adresses à des gens qui sont sur Internet, ce qui est ton cas, ben en fait, tu peux partir du principe qu'ils ont une mauvaise attention. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, tu vas plutôt t'adresser, tu vas essayer de faire un livre que tu l'ouvres, hop, tu as un chapitre qui est intéressant. En soi, il peut apporter déjà beaucoup de valeur, mais idéalement, tu aimerais que la personne le lise dans un certain ordre. Voilà, donc tu écris ça.
T'écris ça, tu fais ta structure. Et puis ensuite, ce que tu vas faire, c'est tu vas écrire. Et l'objectif de l'écriture de ce premier jet, donc tu vas compléter tes chapitres. Et l'objectif, c'est qu'en fait, ta maman ait honte du travail. Ou ton fan, le plus grand fan, ils disent putain, c'est nul à chier. C'est nul. Ça, c'est l'objectif. Ok. C'est l'objectif. Ok. Ok. Il n'y a pas d'édition. Tu vas pas éditer. Parce que ça, c'est l'erreur que font les gens. C'est ils écrivent et ils éditent. Ils écrivent, ils éditent. Des trucs. Non. Ton but, dans un premier temps, c'est vraiment, tu termines le gros du travail. Et il faut vraiment que tu aies honte. Tu leur lis, tu dis, oh purée, c'est nul. Voilà. Ça, c'est l'objectif. Ok. Ouais. Ok. Parce que tu veux pas tomber dans le piège du perfectionnisme. Voilà. Et puis surtout, c'est deux énergies différentes. Sortir les idées versus les éditer. L'écriture, elle vient au moment de l'édition. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est la deuxième phase. Et entre la première phase qui est de sortir de l'information et éditer, tu laisses reposer ton draft. C'est-à-dire que tu vas si tu as le temps, si tu peux prendre le temps, si tu as planifié comme ça, tu laisses passer un mois, tu touches plus, tu touches rien. Ouais. Et ensuite, tu reviens et tu relis, et cette fois en mode, OK, je vais prendre les bonnes idées, ce qui est intéressant, ce qui me parle toujours. Et là, tu commences le travail de sculpteur, c'est-à-dire tu as sorti plus d'informations que ce que tu vas avoir, et donc toi, tu es avec ton burin, et puis tu sculptes, et puis en fait, là, tu es en train, tu sais, t'as ton diamant, mais il est brut, quoi. Et là, tu vas commencer à peaufiner. Et c'est là que c'est intéressant. Tu vas reformuler les phrases, etc. Et rien ne t'empêche à ce stade, tout d'un coup, de dire, en fait, je vais quand même rajouter ce chapitre parce que je le trouve intéressant. Et tu rajoutes un chapitre dans la table des matières. Il faut aussi s'offrir cette possibilité. Ouais. Mais si tu fais que de rajouter des chapitres, en fait, c'est pas bon. Tu vois. Intéressant. Et dans la phase 1, justement, parce que ça fait longtemps qu'on se connaît, j'ai vu justement comment tu travailles. Est-ce que tu recommandes, parce que il me semble qu'à l'époque, tu faisais justement tous les jours au moins une page d'écriture en mode flow, quoi. Ouais, ça, je le fais plus. Tu fais plus? Ça, je le fais plus. Je l'ai fait durant un moment, mais maintenant, j'ai un peu des semaines différentes parce que j'ai pas mal de gens en coaching. Là, je lance cette offre, mais forcément, ça prend du temps, d'affiner une offre. Donc, ça me change un peu mes journées. Et puis, j'ai le podcast. En gros, lundi, mardi, mercredi matin, c'est du contenu. Donc, ça peut être du posting, ça peut être l'email des emails déclics pour mon audience. Ça peut être des articles. Mais en gros, il y a toujours l'écriture qui est vraiment là. Ouais. Mais par contre, quand j'écrivais mes livres, chaque livre, c'est à peu près 3 mois de travail, 2 heures par jour. Ok. Ouais. Excepté le week-end. Quand tu connais ton sujet, je parle vraiment de l'écriture. Voilà. Et là, si tu fais ça et que tu écris et que tu n'es pas juste en train de regarder ton écran, tu peux regarder ton écran ou juste regarder le mur, c'est encore mieux. Puis tu as éventuellement une de ces machines. Tu as des idées qui viennent en regardant le mur blanc. Non, mais regarde ce que j'avais acheté, c'est une de ces machines où en fait c'est un clavier avec un écran couleur, un écran pas couleur justement. C'est juste, tu vois juste la phrase que tu as écrite, mais t'es pas sur ton ordinateur. Parce que quand tu es derrière un ordinateur, c'est comme moi, en fait, tu as un clic de la dispersion. Donc en fait, soit tu as des outils qui t'aident à ne pas te disperser. C'est un peu ce que faisait déjà Ulysse quand il a demandé à son équipage d'attacher au mât du navire. En fait, il savait qu'il pouvait pas faire confiance à sa propre volonté. Okay, donc en fait, il a dit bon les gars, vous m'attachez, moi comme ça je peux écouter le chant des sirènes sans succomber à celui-ci. Puis vous mettez de la cire dans les oreilles parce que sinon ça va être le carnage. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'en fait, tu travailles derrière un outil qui te permet de faire une immense différence. D'ailleurs, toi, ton business sans Internet, ça aurait été compliqué. Moi, pareil. Ok. Mais si tu regardes, tu vas dans le métro, dans le train, dans les avions, tu vois aussi une population de zombies qui est complètement consommée par les outils. Ouais. Et donc, la différence entre les deux, c'est réussir à utiliser les outils à ton avantage. Donc, moi, je vais utiliser Cold Turkey pour verrouiller mon ordinateur à certaines heures. Je vais utiliser AppBlock pour parler sur WhatsApp à certaines heures. Et je parle même pas de la boîte mail qui n'est plus sur mon smartphone, LinkedIn qui n'est plus sur mon smartphone, etc. Donc, encore une fois, faire très, très attention aux outils numériques parce que beaucoup, en fait, vont jamais réussir à publier un livre ou ne serait-ce rédiger le premier draft simplement parce qu'ils sont tout le temps sur Instagram et qu'ils sont complètement addicts. Et c'est OK, moi je suis addict. Je reconnais, je suis accro aux outils numériques. Donc, tu as trouvé des solutions en fait. Exactement. Et en fait, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, plutôt que de te flageller en mode purée, j'arrive pas à faire quelque chose, c'est de se dire, il me faut plus de motivation, plus de discipline. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire non, comment me placer dans un contexte qui me permette d'atteindre mon objectif avec un minimum de discipline.
Ouais, carrément. C'est pour ça que j'ai testé ce clavier. Ça me parle pas, voilà. Oui, puis à un moment donné, je me souviens, tu avais ton téléphone qui était en noir et blanc. Bien sûr, bien sûr. Bah, en fait, c'est Oui, toujours le cas, hein. tu sur les apps. Ouais. Ouais, c'est toujours le cas. Mais maintenant, c'est encore plus extrême. C'est-à-dire, enfin, plus extrême. Entre 7h et 12h, je peux pas accéder à certains types d'app. Ensuite, entre 12 et 13h, je peux. Mais en 12 et 13h, soit je fais du sport, soit je mange. Donc, automatiquement, ça réduit le temps que je vais passer sur ces apps. Et ensuite, entre 13 et 17h, pareil. Puis là, je peux pas aller dans mes emails, tu vois. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu peux m'envoyer le lien Riverside sur WhatsApp, c'est mieux parce que je peux toujours accéder via WhatsApp, via mon ordinateur, mais pas mes emails. Je suis un peu extrême, mais voilà. Et j'ai beaucoup, si tu veux, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui me disent, ah, j'arrive. Mais en règle générale, ils sont pas conscients, en fait. Ou alors, ils veulent être ils sont plutôt dans le déni. Je connais très, très peu de gens qui arrivent à gérer les outils numériques sans une aide extérieure. Voilà. Souvent, soit ils en ont pas conscience, soit ils ont des petites notifications, mais ils les ignorent. Une fois sur deux, ça fonctionne. Une fois sur deux, ça fonctionne pas. Par expérience, c'est très, très compliqué de gérer les outils numériques. Ouais, complètement. Et tu parlais justement de ce focus, vraiment quelque chose qui était important, c'était le titre, la couverture. Ouais. Comment tu valides le titre? Est-ce que tu fais voter ton audience? Est-ce que tu fais des sondages? Est-ce que Bah alors, si tu veux, pour 2 heures chrono, pour mieux s'organiser, j'ai fait confiance à la maison d'édition. Ils ont fait du bon job, je pense. Ouais. Parce qu'après, j'ai jamais réussi à reproduire. C'est moi qui choisissais le titre, tu vois. Donc, on finirait avec l'infobésité. Si tu veux, l'idée, je savais qu'en fait, le livre n'avait pas fonctionné à une grande échelle, en finir avec l'infobésité. Mais c'est intéressant que tu me poses cette question parce que je voulais me placer sur le mot infobésité. Donc, je voulais devenir un expert là-dedans, tu vois, sur la surcharge d'informations, etc. Je me disais, il y a quelque chose à faire dans ce domaine-là. Et en fait, j'avais le choix entre charge mentale et infobésité. Et en fait, j'avais fait des pubs sur Facebook qui me disaient charge mentale, c'est mieux. Et ouais, c'est clair. Mais j'ai quand même décidé de partir sur infobésité en sachant pertinemment toutes les personnes obèses, bon, elles vont pas acheter mon livre parce que ça leur fait penser à ça et ça a une connotation négative. Donc, il y avait une stratégie là derrière. C'était à refaire, je pense que je partirais sur charge mentale. Bon, voilà. Mais j'avais testé tu testes en fait, tu testes plein d'ads sur Facebook pour presque rien, tu testes des titres sur des gens qui ne connaissent pas, il faut pas que ce soit sur ton audience. Après, sur le dernier choix, tu peux éventuellement faire voter ton audience. Et c'est intéressant, c'était une audience de l'intégrer dans la création, la co-création, des témoignages, des trucs, etc. Mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Et puis après, je trouve que c'est assez marrant l'humain parce que tout me disait qu'il fallait que je prenne un autre titre. Je suis quand même parti sur ce titre. Ouais. Tu vois, c'est difficile, quoi. Et puis après, le cerveau numérique, la réflexion derrière, c'était simplement pareil. Il y a un autre gars, en fait, qui a ce concept du cerveau numérique, qui a mieux un peu plus tard que moi, mais qui a pris le nom de domaine, parce que moi, je pouvais pas prendre tous les noms de domaine non plus, tu vois. Donc, en fait, il a pris le nom de domaine. Et puis moi, je me disais, bon, en fait, j'ai quand même envie de me placer là-dessus, tu vois, sur ce truc, parce que j'ai une formation qui cartonne en lien avec le cerveau numérique. Donc, en fait, il y a une logique plus marketing aussi, écosystème, c'est-à-dire les gens lisent. Sur une partie des gens qui lisent, certains aiment. Sur une partie des gens qui aiment, certains viennent sur le site et puis une certaine partie vont acheter la formation. Où là, il y a vraiment une transformation. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce livre parce que la formation transforme vraiment des vies. C'est-à-dire, en fait, je mets même plus les témoignages sur la page de vente parce qu'au bout d'un moment, sinon ma page de vente, elle serait trop longue, quoi. Il y a vraiment des transformations pour les gens qui suivent la formation, évidemment. Ouais, bah oui. Je me souviens très bien de ce programme. Il est ouf, ouais, clairement, pour enlever la charge mentale, pour avancer beaucoup plus vite que les autres, etc. Ouais, c'est vrai que c'est un programme qui vraiment, j'en suis très très content. En plus, là, je sais pas quelle version tu as suivi, mais là, on est à la version 6. Ouais. Là, on est dans la version 6, donc on est vraiment sur de la qualité où je vais au bout d'un moment aider les gens, je vais leur faire des retours. C'est encore moi qui suis derrière. Je prends vraiment du temps, je m'implique vraiment parce que moi, je sais par expérience qu'une personne qui arrive à la fin de la formation, en fait, elle a un système qui fonctionne et en fait, elle va le montrer aux gens et les gens vont être là. Oh, c'est quoi ce truc? Tu vois, genre ils vont être. Je veux le même, exactement. Donc pour moi, il y a vraiment un effet de réseau là. Et c'est pour ça que je m'implique encore beaucoup dans cette formation. Mais oui, c'est smart, c'est sur du long terme. C'est du long terme. Ouais. Et en parlant de ton bouquin Cerveau numérique, donc il a moins bien fonctionné que le premier. Pourquoi? C'est quoi ton analyse? Ouais. Alors déjà, il faut faire gaffe avec les livres parce que tout d'un coup, tu as des livres qui partent plus tard. Hein. Typiquement, Influence et manipulation, les premières années de Robert Cialdini, excellent livre pour tous ceux qui sont un peu dans le domaine de la vente, je pense que c'est important. Et puis même ceux qui sont pas dans le domaine de la vente aussi, comme ça tu vois un peu les trucs qui fonctionnent, les techniques qui sont utilisées sur toi. Les premières années, c'était un flop. Et tout d'un coup, c'est parti. Et c'est ça aussi que je trouve intéressant avec les livres, c'est qu'en fait, tu as vraiment un effet bouche-oreille qui peut tout d'un coup démarrer.
Je pense pas que ça va se passer comme ça avec le cerveau numérique parce que c'est numérique. Tu vois? Donc voilà, on verra. Après, on peut être positivement surpris. Par contre, même si c'est numérique, il y a beaucoup de principes que tu peux utiliser sur du papier. Maintenant, mon observation, c'est que le cerveau numérique, il aurait dû sortir avec une autre maison d'édition 2 ans plus tôt. Mmh. OK? Et finalement, j'ai décidé de en finir avec l'infobésité pour des raisons personnelles. Donc question de Heu timing. Et donc, il y a vraiment une question de timing parce qu'en fait, la vague cerveau numérique avec Thiago Fortes, Second Brain était en train d'arriver en France et le timing aurait été vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. Donc là, après, il y a eu Elliot Meunier, d'autres personnes qui sont arrivées avec Obsidian, etc. Donc en fait, là, il y avait vraiment une question de timing, à mon avis. Et puis après aussi le titre. C'est-à-dire que le cerveau numérique, si tu veux, tu as beaucoup de gens qui sont un peu contre le numérique, qui pourraient beaucoup profiter du numérique parce qu'on est dans une société où c'est difficile de faire sans numérique, mais t'as pas le bénéfice qui est mis en avant. Mmh. Hein, tu vois, dans le cerveau numérique. Par contre, t'as pas toujours besoin de mettre en avant un bénéfice. Tu peux aussi créer un concept. Et moi, j'étais plus sur la partie concept. Donc, si tu veux, dans ma stratégie, c'est pas tant important les ventes pour moi, parce que de toute façon, tu gagnes pas beaucoup d'argent sur les ventes. Pour moi, c'était plus que quand tu tapes le cerveau numérique, très rapidement, tu arrives sur mon livre, tu arrives sur mon truc, tu arrives sur mon univers. Donc voilà, je pense que pour récapituler, je pense que tu as vraiment une partie timing et puis une partie titre. Et après, un autre truc, c'est aussi, et ça, je remercie vraiment les rôles, ils ont été super pour ça. Ils m'ont donné carte blanche pour les illustrations. J'aime beaucoup dessiner, mais je suis pas un designer. Donc forcément, ils ont pris un risque aussi, tu vois. Ouais. Et le livre est incroyable. Tous les gens qui le lisent sont là, putain, c'est vraiment chouette. C'est vraiment un beau livre avec des belles couleurs, tes illustrations, tout, ils kiffent. Mais c'est vrai que la couverture, tu pourrais faire mieux. Donc l'objectif, c'est peut-être de le republier avec un titre où il y a plus de bénéfices et peut-être changer Peut-être, on couverture. verra. De toute façon, j'ai pas d'objectif par rapport à ça pour l'instant. On m'a proposé de rééditer, c'était quand 2 heures chrono pour mieux s'organiser. J'ai aussi décliné, même si j'ai beaucoup de choses à dire. Le problème, quand tu réédites, les maisons d'édition, elles vont moins mettre le paquet sur le marketing. Ouais. Et en fait, là, moi, j'ai tellement de choses à dire sur l'organisation, parce qu'en fait, avec les accompagnements, toi, 2 heures chrono, c'est 2021. En 2021 et maintenant, en fait, j'ai fait de l'accompagnement, j'ai fait de l'entreprise. En fait, j'ai tellement de trucs à dire. Un manifeste. Ouais, tu vois, là, je pars plutôt sur des idées organisation famille. Je pense que c'est important. Ouais. Organisation entreprise. Je pense que j'ai aussi pas mal de choses à dire. Donc voilà, mais une chose à la fois, quoi. Tu Carrément. peux faire beaucoup de choses à partir du moment où tu fais une chose à la fois, quoi. Et est-ce que t'as appliqué une stratégie précise pour justement propulser ton best-seller pour qu'il se vende plus ou comment Non. ça s'est passé? Non? Ok. Non, en fait, j'ai été vraiment très, très mauvais sur tout ce qui est marketing. Ouais. Pour moi, j'étais là, voilà, j'ai fait mon job et c'est une grosse erreur aussi. Ouais. Dans le sens où le marketing est autant important, voire plus important maintenant. Dans La distribution, carrément. Ouais, c'est ça, Et exactement. la maison d'édition, ça a été quoi justement leur Mais ils ont bien bossé. De nous, ils ont bien bossé. J'ai eu des interviews, des trucs, des machins dans des journaux, je peux plus te dire lesquels, sur des plateaux, machin. Donc ça, c'était pas mal. Ils ont un bon réseau d'Uno. Et puis après, bon, bah, il y avait mon audience, tu vois, ma propre audience. Bon, bah là, c'est parti. Puis bah, maintenant, en fait, sur mon site, il y a toujours, tu vois, quand j'envoie un email en bas, je mets les petits liens. Je pense que ça fait des ventes. Je pense que ça contribue au truc. Moi, je suis plus pour voir le livre comme en fait une partie dans ton écosystème, tu vois. Ouais. Et en fait, moi, je suis assez pour une sorte de croissance organique, c'est-à-dire croissance relativement lente. Tu vois, moi, j'ai un business sans pub. Tu vois. Donc en fait, croissance assez lente, qui va apporter moins de résultats fous à montrer, à exposer, mais qui est aussi moins stressant, qui est aussi plus calme. Et puis l'intérêt de faire de la croissance lente, ben en fait, c'est que tu es sur des choses tu peux te permettre de choisir des choses qui ont prouvé, tu sais que ça fonctionne. C'est juste plus lent. Ouais. Tu vois, le SEO, ça fonctionne, c'est Et plus lent. puis lent, mais déjà à l'époque, je me souviens, tu marchais très très bien. Donc lent, Bien sûr. mais quand même. Tout est relatif, tu vois. Mon activité, elle fonctionne bien, mais tout est relatif. C'est quoi bien? Est-ce que c'est 1 million par année? Est-ce que c'est 500 000 par année? Est-ce que c'est 300 000 par année? Et le truc, c'est qu'encore une fois, le chiffre ne veut rien dire. Tu as des gens, ils vont dire, regarde, j'ai fait 1 million de chiffre d'affaires, ok, une année, et puis tu as mis 900 000 de pubs, quoi. J'exagère un peu. Exactement. Ouais. Donc voilà, moi maintenant, je suis plus dans quelque chose de plutôt organique, où je prends en considération la résilience. Donc, c'est-à-dire, dans mes semaines, j'ai beaucoup de temps pour le sport, j'ai beaucoup de temps pour la famille, j'ai beaucoup de temps pour prendre soin de mon mental. Même si je pourrais faire beaucoup plus, tu vois, là, j'aimerais bien relancer ma chaîne YouTube. J'ai jamais craqué le code YouTube encore. Donc, probablement que je vais suivre la formation de Stan Leloup, là, YouTube Mania. Ouais. J'aimerais bien redéfinir mon concept, relancer ma chaîne, parce que ma chaîne, tu vois, il y a beaucoup d'abonnés, mais il n'y a pas beaucoup de vues sur les dernières vidéos. Donc ça, c'est un signe qu'en fait, c'est souvent une chaîne où il y a eu des démarrages, des arrêts, etc.
Donc là, maintenant, j'aimerais bien relancer, mais une chose à la fois. Je suis focus sur le podcast et au bout d'un moment, je vais trouver une manière de plugger le podcast à ma chaîne YouTube, à mon univers. Et au bout d'un moment, si tu cherches un peu de l'organisation sur le marché francophone, tu tombes rapidement sur moi, quoi. Ouais, carrément, t'es focus. C'est ça qui est important. C'est pour ça que tu fais plein de choses. Tu as quand même écrit 3 bouquins et tu as ton organisologie, enfin ton business, tout ça. Tu fais plein de choses, mais à chaque fois, tu es très focus et c'est ça qui amène les meilleurs résultats. Ouais, en gros, je pense que c'est vraiment ça. Je crois que c'est David Allen, hein, méthode GTD, qui disait tu peux faire beaucoup de choses à partir du moment où tu fais une chose à la fois. Et ça, c'est une phrase très puissante. Maintenant, c'est pas humain de faire une chose à la fois. C'est-à-dire, il y a une étude dans le livre de Dan Ariely, Predictably Irrational, excellent livre. D'ailleurs, la petite histoire, elle est super drôle. Je lisais le livre Black Swan, ou Fooled by Randomness de Nassim Nicolas Taleb, et il cite, donc c'était à Berlin, on est en 2019, et il cite dans la biographie le livre Predictably Irrational. Je me dis, intéressant, ça m'intéresse, tu vois. Donc moi, je travaille comme ça pour chercher mes livres, c'est je lis un livre, ensuite, si le livre m'a plu, je vais dans la biographie, puis tous les titres qui me plaisent, je mets une petite coche, et puis ensuite, je vais sur Amazon et puis j'achète les livres. Et puis il y en a des que je lis, d'autres que je lis pas, et puis voilà. Et là, je me dis, il est intéressant. Et donc, c'était le moment d'aller au sport. Je quitte mon domicile. Peut-être vous étiez venu me rendre visite là à Berlin. Tac, hop, je sors et là je vois un livre orange par terre. Je me dis c'est quoi ce truc? Devine pas quel livre c'est quoi? C'est le livre Predictably Irrational. Tu vois, c'est ce livre-là. Regarde, ce livre-là. Genre. Enfin, à partir de là, je me dis putain, il doit y avoir des énergies quoi. Ouais, c'est un signe. Bref, il y a un signe. Et donc, je me dis, c'est incroyable. Je regarde, il n'y avait pas de piste dessus, tout. Je me dis, c'est génial. Donc, le livre, dans ce livre, il y a une expérience où, en fait, qui te montre par A plus B, c'est l'expérience des portes. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous cherchez sur YouTube, Dan Ariely, Door Experiment. Il y a une petite vidéo qui est assez intéressante qui montre par A plus B que c'est très difficile de fermer des portes. Donc, c'est-à-dire fermer des projets, dire non à des projets, même si tu sais que ça te coûte des ressources de les garder ouvertes, ces portes. Voilà, c'est humain. C'est très difficile pour un humain de dire non. De se nicher. Voilà, c'est difficile de se nicher, c'est difficile de dire non. Tu vois, moi là, en fait, je dis de plus en plus souvent non. Voilà, c'est normal quoi. À des trucs, à des propositions, machin, etc. Parce que c'est pas forcément aligné avec ma stratégie, c'est pas forcément aligné, ou simplement j'ai envie de préserver mon temps avec ma famille, j'ai envie de préserver mes week-ends, j'ai envie de préserver, je sais pas, du temps sur Netflix. Ou lire des bouquins, j'en sais rien. Et donc, c'est très difficile de dire non. Mais c'est un super pouvoir. C'est vraiment un super pouvoir. Ouais. Et mais par contre, entre le moment où tu sais qu'il faut le faire et le moment où tu ressens le super pouvoir, il peut y avoir des mois et des années qui passent. Et donc là, c'est intéressant de te faire coacher, de te faire accompagner, trouver une personne avec qui avancer, tu sais, les business partners, tu sais, des gens qui vont chaque semaine, tu fais un petit point de situation, comment tu avances, etc. Et moi, j'ai une règle simple, c'est si je veux commencer un nouveau projet, je veux en terminer un. Évidemment, je mentirais si je respecte toujours cette règle. Des fois, il y a des vraies opportunités. Ouais. Et ça nécessite de savoir ce qu'est un projet, de savoir combien de projets tu as en cours, et puis d'avoir cette discipline, te dire, OK, là, je termine. Là, il y a ce truc qui arrive, c'est génial. Je dois terminer un projet. Et si je termine pas un projet, je mets sur pause un projet. Mais il y a vraiment une décision. Genre, là, je mets ça sur pause. Ouais, passionnant. Donc, c'est vrai que quand on grandit dans le business, quand on grandit son business, savoir dire non, c'est une des clés du scale sans s'épuiser, justement. C'est être capable de voir une opportunité et d'être capable de dire non en te disant plus tard ou non. Et puis, ça nécessite d'avoir de la confiance. Tu vois, là, on m'avait proposé, une maison d'édition m'a proposé de faire une formation en ligne, tout ça, machin. J'aurais posé la question, OK, à qui elle s'adresse? On m'a dit au manager. C'est pas dans ma cible. Donc, j'ai dit non, tu vois. Peut-être ça va jamais se reproduire. Mais il y a d'autres choses qui vont se reproduire. Et je pense qu'il y a aussi un truc très important, surtout pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est qu'en fait, si tu veux choper des vagues, si tu veux avoir des opportunités, il faut avoir un peu du temps pour les voir, ces vagues. C'est ça. Et la plupart des gens, en fait, ils n'ont pas de temps dans leur quotidien, tu vois. Ils sont là en mode, ils font plein de trucs, ils vont regarder sur les réseaux sociaux, ils sont agités, en fait, tu vois. C'est exactement, trop de charge mentale, ouais. Ouais, et donc je pense qu'il y a c'est vraiment un pouvoir de se dire, en fait, je vais avancer beaucoup plus vite si je fais les choses dans l'ordre, en y allant un truc à la fois, quoi. Ouais, carrément. Je suis la même stratégie aussi. C'est très bien. Trop bien. Et tout à l'heure, tu parlais justement que tu n'as pas le syndrome de l'imposteur quand tu écris. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé pendant l'écriture de tes bouquins d'avoir des doutes, la page blanche, du flou? Ouais, bien sûr. Enfin, si tu veux, pas la page blanche, parce qu'en fait, moi, j'ai un truc très simple, c'est que si tu as une page blanche, tu commences par écrire sur ce qui t'arrive dans ton quotidien. Et si tu veux, si tu écris sur un sujet que tu maîtrises,
bah, en fait, tu vas pas avoir pas de trucs à dire parce qu'en fait, tu as des anecdotes clients, tu as des anecdotes personnelles, tu as des notes, tu as, je sais pas, des trucs, interventions d'entreprise. Enfin, je veux dire, si tu te poses devant ta page et qu'en fait, jour après jour, il y a rien qui sort, bah, en fait, tu devrais, à mon avis, c'est pas le moment pour écrire le livre. Tu vois, Mettre tu trop la devrais peut-être pression, alors soit tu te mets trop la pression ou alors simplement, ben, t'es pas compétent, quoi. C'est ça aussi. Tu vas ouais. pas écrire un livre pour écrire un livre. Tu écris un livre parce que tu veux aider des gens, que ça a fonctionné, tu as eu des résultats et puis que tu dis: «Purée, en fait, ça, j'y crois à fond, quoi». Et en fait, il faut se regarder honnêtement, tu vois? Tu sais, ça me fait penser, j'avais lu un livre sur la santé où en fait, le gars, il disait ça, le gars est un peu provoque, mais il disait, «Tu veux savoir si tu es en surpoids? Oublie le test Body Mass Index. Tu te fous à poil devant le miroir et tu te regardes». Ouais. Voilà, Ouais, voilà, mais c'est ça tout. demande d'enlever les lunettes, comme je dis tout le Bien temps, sûr. du déni, en fait, tu vois? C'est Bien dur. sûr Ouais, ouais, et c'est très difficile. Je suis totalement d'accord. Tu as le déni, après tu vas avoir tendance à mettre la faute sur les autres, ouais. puis ensuite tu vas commencer à chercher les solutions et entre, accuser les autres et chercher des solutions, là, il y a un gros gap émotionnel. Ouais. Ça, je suis d'accord. Mais voilà, donc par rapport à la page blanche, si tu as tout le temps la page blanche et que tu es aidé, que tu as une structure et que ça sort pas, alors peut-être teste un nouvel environnement, va dans un café, teste un petit peu. Mais si après 1 ou 2 semaines de test, il y a rien qui sort, bah, continue de pratiquer, en fait. Ouais, lis Continue de plus. pratiquer, Ouais. lis plus, mais pratique plus. Ouais. Aide plus les gens. Mmh. Tu vois, je pense que c'est vraiment ça. Par contre, il y a de la merde qui peut sortir et ça, c'est totalement normal. Voilà. Ça, c'est totalement normal, c'est C'est même OK. recommandé au début. Au début, tu dois viser beaucoup de textes, mais pas bon. Mmh. Voilà. Et dans ce pas bon, va y avoir des punchlines, va y avoir des trucs intéressants. Ça, c'est dans la phase d'édition. Et puis, des fois, tu peux avoir des doutes en mode, à la fin, tu es en édition et puis il manque un peu de fluidité. Là, c'est le moment de relire, de faire relire à des gens, d'intégrer des gens dans le processus, etc. Mais il faut pas les intégrer trop tôt. Et puis, il faut pas intégrer des gens qui vont te démolir, quoi. Il faut intégrer des gens qui ont l'habitude de faire des feedbacks constructifs, quoi. Ouais, carrément. Donc, en gros, Des gens qui sont là où toi tu voudrais être ou des professionnels qui vont pas te donner leur avis, tout pourri. C'est comme quand tu lances ton activité et que tu demandes des conseils à des salariés qui n'ont jamais osé ah ouais, ouais, le non. salariat et ça peut vraiment plomber un projet Bien alors que sûr, finalement, en bien fait, sûr. c'est pas la bonne personne. Non, non, il faut bien choisir la personne. Après, donc aider sur la partie conseil d'écriture, tu vas aller chercher des gens expérimentés qui peuvent t'aider sur toute la partie rédactionnelle, mais tu vas aussi faire lire, si tu veux, ton livre. Et c'est là que je pense l'interaction avec la communauté est intéressante. Moi, je le faisais souvent. Tu lances ton draft à des gens, tu dis des gens qui sont dans ta cible Mmh. et tu leur demandes de lire le livre et dire, il y a plusieurs questions, je les ai plus en tête, mais tu leur poses une série de questions. Quand ils trouvent le truc moins intéressant, quand ils perdent un petit peu leur attention, Ouais. tu vois? Enfin, il y a 2-3 questions, ça je Quand les ai tu plus en tête. décroches. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Et ça peut être intéressant, de faire et je crois qu'il y a même des applications qui te permettent maintenant, en fait, tu charges, ton draft, ta version presque finie, hein, tu les fais lire et puis en fait, elle va te dire: «Bah, là, en fait, ils ont scrollé», tu vois? Ouais, intéressant. Ouais. Et j'avais entendu un conseil, dis-moi ce que tu en penses. Quand tu écris ton bouquin, le premier chapitre, tu le vires. Parce qu'on a tendance pour les films, c'est pareil. Ouais. Tu sais, on a tendance à écrire un petit peu, Ouais, oui, ouais, l'intro, ouais, ouais. le contexte. En fait, non, on veut aller dans l'action. Ouais, je pense que c'est un bon conseil. Moi, je l'ai pas fait, mais je pense que c'est un bon conseil. Ouais. C'est vrai que mon intro après ouais, ouais, je pense que c'est un bon conseil, ouais. 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 Moi, je le fais assez souvent dans mes formations. Quoique non, j'aime bien encore je suis ça attends, quand c'est que je le fais? Mettre Ah, du texte. sur les posts LinkedIn. Mmh. L'accroche, puis après direct le truc. Ouais. Voilà. Mais ouais, ouais, je pense que c'est pas mal, quoi. Aller dans l'action, aller sur du concret et te dire qu'en fait, c'est ce qui paye les gens dans un livre, le coût le plus important, c'est pas l'argent, hein, c'est le temps. Mmh. Voilà. Ouais. Et donc en fait, il faut vraiment, essayer de leur donner de la valeur par rapport au temps qu'ils passent, en ta compagnie, quoi. Donc toi, tu recommandes du coup d'écrire un bouquin ou est-ce que, parce que la dernière fois on en parlait, tu me disais, faut voir en termes de ressources combien de temps justement ça va te prendre. Est-ce que c'est intéressant pour toi à l'instant T de mettre cette énergie et ce focus là-dedans? Quand je réfléchis à un projet, je vais me poser plusieurs questions. Là, pour choisir, Mmh. OK? La première question, c'est est-ce que c'est aligné avec ma stratégie? Ouais. Donc, c'est quoi le but du livre? Ouais, tu as ta vision qui est là et tu as tout Voilà, qui va vers cette vision. Ouais. voilà, donc tu as ça. Ça, c'est le premier truc. Deuxième élément, c'est est-ce que ça va m'apporter des choses intéressantes même si je n'arrive pas à atteindre le résultat? C'est-à-dire, est-ce que ça va m'apporter du réseau? Ça va m'apporter de l'argent? Ça va m'apporter des compétences? Mmh. Qu'est-ce que ça va m'apporter dans le cas où je n'atteins pas le résultat? Le livre n'est jamais publié. Donc, Ouais. en gros, là, tu fais un shift sur le focus. Ouais. OK? C'est-à-dire,
Et là, tu réfléchis sur le process. Troisième question, c'est est-ce que c'est un fuck yes? Ouais. Ok. Donc, ça me donne ça aussi. Fuck you ou fuck no. Ouais. C'est ça, tu le sais assez vite, tu vois. Ouais. Si t'hésites, machin, tout ça, mais au fond de toi, si t'as ce truc, fuck yes, j'y vais, quoi. Même si ça rapporte pas d'argent, même si c'est un chaos le truc, même si je me prends des messages de haine, etc. Est-ce que c'est un fuck yes? D'ailleurs, sur les messages de haine, petite parenthèse, moi, je demande à mon assistante de faire une capture d'écran de tous les messages qu'on m'envoie. Alors, il y en a pas beaucoup, malheureusement, mais quand même, sur les années, il y en a quand même. Et elle les met dans un dossier. Et puis, en fait, tous ces messages haineux, au bout d'un moment, je pourrais en faire un livre. Ça sera intitulé Merci les haineux. Et puis, on va se régaler. On va voir les pages de haineux, page après page. et puis, en fait, tout ça juste pour dire qu'en fait, tu peux faire quelque chose d'intéressant, même avec des choses qui te semblent pas intéressantes ou des messages de haine, etc. ou des messages stupides. Ça, c'est les 3 premières questions. Ensuite, il y a une autre question, c'est quel projet, ça va prendre la place de quel projet? Ouais, c'est ça. Parce qu'on a des journées limitées, 24 heures, 168 heures. Et même si tu as beaucoup d'argent, ton argent est quand même limité. Alors après, tu peux être très, 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 très riche. Ok, bon, fine, mais finalement, la limite reste. C'est peut-être plus l'argent, mais c'est probablement le temps. Ouais. Ok, donc voilà. Ça, c'est la question qui est très importante. C'est ce livre va prendre la place de quel projet? Et donc, la dernière question, c'est est-ce que je peux arrêter en cours de route ce livre, ou en tout cas, quels sont les coûts d'arrêter net le projet? Ouais. Quel est le coût? Parce qu'en fait, il faut imaginer ta vie quand tu es un entrepreneur avec un portfolio de projets. Tu as plusieurs projets. Projet en acquisition, projet en delivery, projet admin, enfin peu importe. Tu as plusieurs projets. Ça peut être projet podcast, projet XYZ. Et en fait, idéalement, dans ce portfolio de projets, tu vas avoir un ou 2 projets que tu peux arrêter du jour au lendemain. Parce que tout d'un coup, ton fils est malade, parce que tout d'un coup, tu tombes malade, parce que tout d'un coup, il y a un truc qui se passe dans ta vie qui fait que tu dois arrêter des trucs. Ouais. Ok, et tu dois pouvoir encaisser le coût réputationnel, le coût monétaire. Voilà, ce coût-là, tu dois pouvoir l'encaisser. Parce que si tu te retrouves qu'avec que des projets où en fait, si tu ne délivres pas, on te tue, en fait, c'est très stressant. Ouais. C'est très, 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 très stressant. Et c'est pour ça que les gens font des burn-out. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec trop de projets où il y a des gros enjeux financiers, parce qu'il y a des gros enjeux réputationnels, etc. Donc là, tu vois, on est en train de discuter. Moi, demain, tu me dis c'est la merde, je dis j'arrête le podcast. Fine. Ça, c'est mon projet que je peux faire sauter sans autre. Et je gagne tout d'un coup 1 jour par semaine. Ouais. Okay. Par contre, ce que je ne pourrais pas arrêter si facilement, mais que je peux quand même faire, mais c'est le coaching avec coaching one-one avec mes 12 personnes que j'ai tu vois. Là, il y aura un coût. Je devrais peut-être les rembourser, je devrais essayer de trouver un deal, etc. Ouais. Donc voilà, en gros, c'est ça. Et pour revenir sur ta question, le livre, c'est intéressant, mais ça dépend de ton contexte, ça dépend de ton écosystème. Moi, j'aime bien penser en écosystème. C'est une pièce de plus dans ton écosystème, un point d'entrée de plus. Maintenant, les gens ils vont sur Amazon, ils veulent chercher à mieux s'organiser. Assez rapidement, ils tombent sur mes livres. Mais c'est pas, si tu veux, tu as plein de business qui fonctionnent sans livre. Oui, et puis il y a plein de gens qui pensent qu'ils vont gagner de l'argent grâce à leurs bouquins. Faut le voir vraiment comme un side, quoi. Mais surtout si t'écris pas un livre pour l'argent. Ça va même le coût d'opportunité en termes financiers, il est important. C'est-à-dire, tu ferais beaucoup plus si tu te concentrerais sur une chaîne YouTube. Ça ressortirait plus rapidement, tu aurais du feedback plus rapide. Alors maintenant, YouTube, je sais pas, je pense que c'est aussi très compliqué, mais on va dire sur LinkedIn. Ouais. Tu vois, je pense que si tu as une stratégie, tu suis un workshop sur LinkedIn, ensuite une offre, je pense que ça te rapporte beaucoup plus. En tout cas, tu peux tester beaucoup plus rapidement, essayer de te mettre au contact du feedback que d'écrire ton livre dans ta grotte et puis 3 ans plus tard, il sort. Quoi. Ou 2 ans plus tard, il sort. Ouais, carrément. Trop bien. Non, il faut pas écrire pour l'argent. Je pense que c'est vraiment une très, très mauvaise idée. Trop bien. Merci pour tout, Julien. C'était un plaisir. Il y a 1 milliard de pépites dans ce podcast, donc trop cool. Cool, génial. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était chouette, Amandine. Ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. Quoi. Ouais, pareil. Merci pour tout ce que tu fais, c'est cool. Moi, franchement, j'adore, tu apportes beaucoup de valeur, donc cool. Continue comme ça. Merci.